messieurs, bonjour et bienvenue à tous. RTI 1 vous informe. Le Premier ministre a pris part samedi à l'intronisation du nouveau chef de village de Songon Dagbe Nanan Nangui Nyaba. Thomas Majes a aussi reçu son arrêté de nomination après son intronisation traditionnelle. Robert Begré-Mambé a salué les qualités du nouveau chef avant de l'inviter à diriger avec loyauté pour le bien de la communauté. En voyage aux États-Unis, la présidente du Sénat a rencontré les Ivoiriens qui y vivent à New York. Kandia Camara a échangé avec la diaspora ivoirienne. Avec elle, les échanges ont porté sur un forum du même nom qui se tiendra à Abidjan en novembre prochain. Et puis, à l'occasion de la Journée nationale de la solidarité célébrée le 25 août de chaque année, le gouvernement ne ménage aucun effort pour se rapprocher des populations. La solidarité est une valeur qui demeure au cœur de la politique d'inclusion sociale du président de la République. Miss Belmondogo va prononcer la déclaration du gouvernement. Merci de regarder RTI 1. Nous vous l'annoncions au flash de 10h. Le directeur général de la MATCA, la mutuelle des assurances des taxis compteurs d'Abidjan, est avec nous. Docteur Eli Guédou, bonjour. Bonjour, monsieur Merci d'être avec nous sur ce plateau de RTI 1. C'est un plaisir de vous recevoir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous comment se porte aujourd'hui la MATCA, la maison dont vous êtes le président. Merci, monsieur Koné. Et je suis heureux pour l'occasion que vous me donnez de m'adresser à toute la Côte d'Ivoire. Je suis docteur Guédou Eli Ousmane, directeur général de la MATCA. Et je pense que la MATCA se porte très bien. La MATCA, entendez par là, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan. Et depuis pratiquement 10 ans, nous avons retrouvé une stabilité qui ne dit pas son nom. D'accord. Donc la MATCA se porte bien en gros. Nous reviendrons avec vous sur quelques sujets beaucoup plus en profondeur à la fin de cette édition. Merci donc de rester avec nous. Nanan Nangui Nyaba Thomas Majes est le nouveau chef du village du Songon Dagbe. Je vous le disais en ouverture d'édition, en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de l'ensemble des forces vives. Il a été installé hier samedi. Le nouveau chef a aussi reçu son arrêté de nomination après l'action traditionnelle d'intronisation par les anciens. Une cérémonie d'intronisation suivie par notre reporter Franck Kwadio. Le cri de guerre du nouveau chef de Songon Dagbe appelant au ralliement de tous, les Nyandons, les Doubons et même les Tchagba, sa propre génération. Tenant à la main le sabre, mais aussi la pagaie et les feuilles de rameau, trois symboles de pouvoir. L'appel de Nanan Nangui Nyaba Thomas Majes est entendu. C'est Kadia Soukrou de la génération Blessou et la prochaine à Réunion Village prête allégeance. Tout un symbole avant l'acte 2, la reconnaissance administrative après celle traditionnelle en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, parrain de l'événement. Elle est faite par le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan qui rappelle aux populations leurs devoirs. Monsieur Nyaba Thomas Majes Nangui sera le chef que vous voudrez qu'il soit. Il sera bon leader. Si vous l'aidez avec franchise, avec sincérité dans l'exercice de sa mission. La remise de l'arrêté de nomination engage le chef à être un modèle, à l'écoute et impulser le développement. C'est l'essentiel de l'adresse du ministre conseiller du chef de l'État, Toakeus Mabri, invité spécial. Le chef du gouvernement, lui, porte aussi la casquette de fils de la région. Au-delà des différentes prérogatives dévolues au chef du village, Robert Begré-Mambé insiste sur la gestion participative des questions foncières. Je me ferai un devoir de soutenir les chefs dans leurs activités parce que je connais leurs souffrances. Nous les soutiendrons, nous les encouragerons pourvu que leurs options mises en œuvre respectent l'intérêt de nos communautés. C'est pourquoi je leur demande dès à présent, pour les villages qui ont encore des propriétés foncières ou des capacités foncières, de constituer
des sociétés civiles immobilières pour créer des titres fonciers pour nos villages. Songon Dagbe, jusqu'au bout de la journée, a multiplié les actions de soutien envers son nouveau chef, Nananandien Nyabatoma Majes, né en 1974, est de formation entrepreneur et industriel. Il est le 13e chef de ce village du sud de la Côte d'Ivoire. Après sa participation au Forum international des leaders ainsi qu'à la convention du Parti démocrate à Chicago, la présidente du Sénat s'est rendue à New York. Kandia Camara a eu une rencontre d'échange avec la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis. Les discussions ont porté sur les préparatifs du Forum de la diaspora qui aura lieu en novembre prochain à Abidjan. Le point de la rencontre avec notre envoyé spécial, Herman Guibé. New York, aux États-Unis, la présidente du Sénat, Kandia Camara, rencontre la diaspora ivoirienne vivant dans le pays. Le but de cette rencontre, préparer le forum de la diaspora organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire et qui se tiendra du 12 au 14 novembre 2024 à Yamoussoukro, la capitale politique. Mot de bienvenue à tous les participants à cette rencontre prononcée par Inza Camara, consul général de la Côte d'Ivoire à New York. Les missions du Sénat sont présentées à la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis par la présidente de l'institution, Kandia Camara. Le Sénat de Côte d'Ivoire, étant la représentation des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire, a décidé depuis quelques années d'organiser une rencontre avec la diaspora. Et cette rencontre, nous l'avons dénommée le Forum de la diaspora. Il y a eu déjà la première édition. Et cette année, nous nous proposons d'organiser la deuxième édition. Pour nous, la diaspora a une place importante à prendre et à jouer, aussi bien ici que partout dans le monde, qu'en Côte d'Ivoire, notre beau pays. Le directeur de la coopération au Sénat, René Dossan, renseigne les participants sur ce en quoi consistera ce forum de la diaspora. Pour cette année, des communications thématiques et des panels. Les participants, les représentants de la diaspora, c'est-à-dire vous, ceux qui ont la qualité d'entrepreneurs et d'investisseurs, ceux qui sont professionnels et experts, ayant comme qualité l'expertise dans plusieurs domaines, la santé, l'éducation, la technologie, le développement, des leaders communautaires également, à travers les organisations non gouvernementales, jeunes talents et innovateurs. Tout cet ensemble-là, monsieur le consul général et l'ambassadeur vont proposer des personnes qui viendront donc participer au forum. Le Sénat fera fort sur la proposition des ambassadeurs d'inviter quelques-uns parmi vous. Les Ivoiriens de la diaspora vivant aux États-Unis ont été instruits sur l'état de la nation par la présidente du Sénat, Kandia Camara. La Côte d'Ivoire continue son développement. Le pays est en chantier. C'est une réalité. Vous prenez la ville d'Abidjan, non seulement vous avez des ponts, échangeurs, tunnels, la Y4, mais vous avez aujourd'hui des voies dans les quartiers, dans les sous-quartiers qui sont en train d'être bitumés. Nous sommes bien placés pour l'affirmer en tant que maire de la commune d'Abobo. Une diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis qui a répondu massivement à l'appel de cette rencontre et qui s'est saisie de l'occasion pour faire cas de contributions et préoccupations. Préoccupations auxquelles la présidente du Sénat, Kandia Camara, n'a pas manqué de répondre. Nous voulons vraiment que nos compatriotes qui ont de l'expérience, qui ont des compétences, viennent en Côte d'Ivoire nouer des partenariats, se faire connaître, viennent aussi s'enrichir. Ils sont d'accord avec nous pour dire que la Côte d'Ivoire a raison de s'engager vers ce développement à travers la rénovation urbaine. Tout le monde est fier de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. On souhaite que tout le monde soit fier de la Côte d'Ivoire de demain. Satisfait de la qualité des échanges et de l'initiative de cette rencontre, la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis entend prendre toute sa part dans la tenue de ce forum de la diaspora organisé par le Sénat de Côte d'Ivoire qui se tiendra au mois de novembre 2024.
Solidarité, socle de cohésion sociale, c'est le thème retenu cette année pour commémorer la journée nationale du même nom. Une célébration qui se tient officiellement ce dimanche et qui est dédiée à la promotion des actions concrètes de solidarité et de vivre ensemble dans notre pays. C'est la ville de Dabou qui a été choisie pour abriter l'événement ce dimanche 25 août. Sur les festivités, le gouvernement a produit une déclaration, une note lue par Miss Belmondogo. On écoute l'essence de son discours avec ce reportage de Michel Mambo, Sogodogo. Solidarité, socle de cohésion sociale. Thème évocateur. L'édition 2024 de la Journée nationale de la solidarité intervient dans un contexte particulier. Effondrement, inondations, les populations sont invitées à des actions concrètes. Le gouvernement, lui, ne lésine sur aucun moyen. C'est donc au nom de cette solidarité, comme patrimoine national précieux à préserver et à capitaliser, que le gouvernement a porté récemment secours et assistance aux familles victimes des pluies diluviennes, des éboulements et des inondations dans la région des Lagunes, de la Mé, de l'Agnabitiassa, du Haut-Sassandra, du Go, du Cavali, du Guémon, du Nzi, du Hombol, du Poro et du Tchologo. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a mis en place des mécanismes et des dispositifs pour la mise en œuvre de la solidarité sur toute l'étendue du territoire national. À ce titre, 8118 ménages vulnérables ont bénéficié d'une assistance ce premier semestre de l'année 2024 en vivre, non-vivre et en numéraire. C'est la ville de Divo qui a été choisie pour abriter la célébration officielle de la Journée nationale de la solidarité. Et le choix de cette localité de la région du Lodjibois n'est pas fortuit. Regorgeant d'un peuplement des plus hétérogènes vivant en parfaite harmonie, Divo apparaît comme un véritable modèle d'intégration et de vivre ensemble. Le gouvernement a décidé de durcir le ton face aux entreprises du secteur du BTP. Les zones industrielles de Yopougon et celles du PK22 ont été inspectées récemment par la direction de la normalisation. En toile de fond, il s'agit de les contraindre à se conformer aux normes en vigueur afin de limiter les effondrements d'ouvrages constatés à Abidjan. Une visite inopinée suivie par Jean-Michel Kouadio dans un commentaire de Jean-Luc Bangbo. Yopougon, zone industrielle. Sur ce chantier, le sous-directeur de la normalisation et son équipe en mission d'inspection. Fer à béton, machines de production, engins, tout le matériel de travail vient d'être mis sous scellé pour une période de 3 mois maximum, comme le stipule la loi en vigueur. Nous avons constaté que la démarche de mise en conformité n'a pas évolué et c'est fort de ce constat-là que le directeur général de l'industrie nous a instruit à l'effet aujourd'hui de venir pour sanctionner plus durement ces entreprises-là à travers une interdiction de l'activité sur une période n'excédant pas 3 mois. Même sort pour cette seconde usine de fabrication de fer à béton située à Alokwa, PK22. Ici également, le travail a été arrêté manu militari. Plus aucun ouvrier dans les environs. Objectif de cette visite inopinée, contraindre ces entreprises à se conformer aux normes en vigueur. Codinome est chargé d'évaluer la qualité des différents produits et au sortir de l'évaluation, de délivrer 2 types de documents, attestation de conformité et le certificat de conformité. L'entreprise livre des produits sans preuve de conformité et par rapport à cette infraction, il y a bien évidemment une sanction. Sont concernées par cette inspection 6 entreprises du secteur des BTP, toutes identifiées par Côte d'Ivoire Normalisation. Diligentées par le ministère du Commerce et de l'Industrie, ces contrôles visent à garantir le bien-être des populations exposées ces dernières semaines à des effondrements répétés. Autre chose à présent, Abidjan a abrité du 12 au 15 août dernier un atelier d'élaboration du plan d'accélération de l'appui au programme des agents de santé communautaire. La rencontre a enregistré la présence de plusieurs partenaires techniques et financiers. C'est ce que nous rapporte Malika Koulibaly.
Dénicher des points prioritaires sur le programme d'utilisation des agents de santé communautaire en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de ces réflexions initiées par la direction de la santé communautaire et de la promotion de la santé qui compte accroître la capacité, l'efficacité et la durabilité des relais communautaires au niveau national. Ces points prioritaires vont faire l'objet de discussions et également vont bénéficier de l'appui des partenaires qui appuient le ministère de la Santé. Dans cette perspective, nous avons pris l'engagement de faire des soins de santé primaire le pilier de notre système de santé. Pour la circonstance, le représentant de l'organe CDC de la Commission de l'Union africaine est prêt à accompagner le projet. L'Union africaine, à travers le CDC Afrique, appuie les États membres à ce qu'il y ait, premièrement, des agents de santé communautaire ou bien des programmes des agents de santé communautaire, premièrement, qui sont pérennes, mais aussi des agents de santé communautaire qui sont institutionnalisés ou bien formellement reconnus, mais aussi des agents de santé communautaire qui sont intégrés dans le système global de santé des États membres. Cette rencontre d'échange a enregistré la participation des ministères techniques tels que l'emploi, le plan et les finances, ainsi que les partenaires techniques et financiers. À Bois-Flé, il s'est tenu une journée de célébration de l'excellence. Des élèves issus de 33 villages de la région ont été primés. Des récompenses qui visent à créer une saine émulation chez les écoliers et leurs encadreurs. Le commentaire de Patricia Omoitia. Les élèves des 33 villages de la région de Bois-Flé sont fiers de recevoir leurs récompenses lors de la remise des prix d'excellence et du mérite. Ça me fait une grande joie de recevoir ces prix. J'ai dit à mes amis de faire aussi comme nous. Les enfants ont bien travaillé, les encadreurs ont bien travaillé. L'idée m'est venue de récompenser les meilleurs enfants des 33 villages Yoré. C'est une initiative, c'est une vision. Nous pensons pouvoir en faire une institution. Pour le directeur régional de l'éducation nationale de Bois-Flé, il est important de récompenser le travail des élèves qui se distinguent. Une telle région, celle de Bois-Flé, où nous avons enregistré cette année 75% de succès au CEPE et à l'entrée en 6e. Je suis venu donc apporter ma prime d'encouragement non seulement aux élèves, mais aussi aux enseignants. Nous sommes avec tous ceux qui accompagnent l'école d'une façon ou d'une autre. Ces récompenses visent à encourager les élèves du primaire qui se sont distingués au cours de l'année scolaire. Elles rentrent dans le cadre de la promotion d'une véritable culture de l'excellence. Le directeur régional de l'éducation nationale de Bois-Flé a encouragé les élèves à maintenir le cap du mérite afin de soutenir les efforts de leurs parents à travers ces prix. Le village d'Alliance interethnique de Côte d'Ivoire a procédé récemment à l'investiture du chef de campement digne de la région du Hambol. Le nouveau chef est chargé de faire connaître les avantages des Jeux d'Alliance. Il va aussi accompagner les élus locaux en matière de résolution des conflits, sans oublier de faire la promotion de la paix et du vivre ensemble dans la région. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona. 1, 2, 3, Koulibaly Léon est intronisé chef du campement digne de la région du Hambol en présence des autorités administratives municipales, de l'ensemble de la chefferie traditionnelle ainsi que la population. Il devient ainsi le représentant légal du mouvement Village d'Alliance interethnique de Côte d'Ivoire dans la région. Occasion pour le représentant de Balthazar Touvoli, chef central de ce village d'Alliance interethnique, de donner les directives de la haute chefferie au chef nouvellement investi afin de mener à bien sa mission. Nous allons bientôt rentrer dans une période très sensible de notre pays, les élections. Il est censé prendre son bâton de pèlerin pour entrer dans tous les villages, pour maintenir la cohésion sociale au nom des alliances interethniques. Une initiative saluée par le parrain et la chefferie traditionnelle du Hambol. On veut tout faire pour que cette cohésion que nos parents ont eue avant puisse demeurer, pour qu'on puisse vivre en harmonie. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, cette histoire d'alliance soit vraiment une réalité. Le chef du campement digne du Hambol dit venir en appui aux actions des différentes autorités de la région dans le but de favoriser un climat de paix et de cohésion par les alliances interethniques. Toutes les autorités administratives et locales ont un devoir déjà au niveau de l'État, c'est de promouvoir la paix. Les représentants de l'autorité administrative et du maire expriment leur gratitude aux initiateurs de ce mouvement et assurent de leur collaboration avec le chef du campement digne de la région.
La photographie est un art et c'est l'agence Lumière sur Image qui nous le rappelle. À l'INSAC, elle est revenue sur l'importance de la formation avant la pratique du métier. Dans son objectif, elle a décidé d'aider les photographes débutants à réaliser des clichés ou encore des œuvres d'art de qualité. Serge Pacom Didi, Souleymane Donisangou. La photographie célébrée à l'Institut national des arts et de l'action culturelle INSAC. C'est là à l'occasion de la Journée mondiale de la photographie, axée autour du thème « La photographie est un art ». Une initiative de l'association Lumière sur Image pour davantage valoriser, promouvoir le métier de la photographie en Côte d'Ivoire et aider les photographes amateurs et débutants à la pratique du métier. Nous avons ces dernières années réussi à valoriser la photographie et à montrer que la photographie c'est un art. Alors il était important qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour le signifier. Plusieurs activités pour marquer cette journée, une masterclass, des expositions photos et des remises des prix à 10 personnalités de la photographie à travers le concours, le double clic. C'est une très belle initiative par cette journée, récompenser les photographes. J'espère que nous aurons beaucoup d'inspiration et que nous continuons de promouvoir la culture ivoirienne et la photographie africaine. Je dédie ce prix à tous les aspirants, tous les apprenants et tous les professionnels et tous ceux qui désirent s'intéresser à ce métier de photographe. L'importance de la formation au métier de la photographie, la reconnaissance du métier sont également au menu de cette célébration. La formation importante, oui, je dirais, elle est indispensable. Depuis 1990 à 2024, le nombre de photographes s'est multiplié par 10. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de maîtriser aussi la déontologie et l'éthique du photographe professionnel. Au vu de tout ce qu'il y a ici, là, on est dans un espace d'exposition, il y a un travail colossal qui est fait par les jeunes. La relève, elle est là, elle est assurée. Elle est assurée. Moi, s'il faut leur dire quelque chose, donner un avis, c'est d'ouvrir son regard au plus grand angle possible. La photographie est une invention introduite dans la société et dans les habitudes humaines et qui immortalise des moments et événements marquants. Le Goli dans toute sa splendeur dans la région du Béré, c'était à l'occasion de la 3e édition du Festival des danses, arts et culture Rouen à Kounaïri. L'initiative de l'ONG Cantagoli vise à encourager la préservation et la valorisation de la culture Rouen. Le Goli, la danse sacrée, a donc servi d'attraction touristique. C'est ce que nous rapporte Boubacar Silla dans un commentaire de Charles Tatou. Le Goli en attraction dans toute sa splendeur à Kounaïri. Nous sommes à la 3e édition du Festival des danses, arts et culture Rouen. Un cadre de pérennisation des us et coutumes et de valorisation du patrimoine culturel Rouen, principalement le culte Goli. Ce festival, à l'initiative de l'ONG Cantagoli, vise également à consolider le vivre ensemble dans le département de Kounaïri, région du Béré. C'est après un constat, quand nous avons vu que le Goli et tout ce qui est autour de cela était en train de mourir. Et c'est suite à ce constat que nous avons décidé de nous mettre en groupe pour organiser ce festival afin de faire la promotion et pérenniser le culte du Goli. Les festivaliers venus de toutes les localités de la Côte d'Ivoire et des pays étrangers ont été instruits sur l'importance du Goli dans le rapprochement et la cohésion des peuples en pays Rouen. Baoulé venait après ça pour venir nous demander que bon, à vos danses là, je veux ça. Là, nos parents, là maintenant, ils ont commencé à montrer, il y en a qui fait, il vient, il peut faire 1 an, 2 ans, il est en train de comprendre un peu. Goli là, tu veux santé, s'il n'y a pas moins dedans, tu ne veux pas santé. Quand on dit Goli, tout de suite, la documentation disponible à l'échelle nationale et même internationale attribue cette danse-là au peuple baoulé. Ce que nous ne discutons pas. Invité spécial à ce festival, Emmanuel Aoutou Kofi, directeur de cabinet du vice-président de la République, s'est dit émerveillé par le culte Goli. Si nous voulons faire du Goli presque conforme au rituel, aux actes, aux gestes, au son, au message, il faut venir à la source. Visite de stand, jeux, concerts d'artistes locaux, remise de prix aux meilleurs acteurs de développement ont marqué cette 3e édition du FEDACU Rouen qui a eu pour thème culture et développement durable, cas du Goli.
De la culture au tourisme, il n'y a qu'un seul pas et c'est parti pour la deuxième édition du Festival de la cuisine ivoirienne du 12 au 13 septembre prochain. Il se tiendra à San Pedro, de l'art culinaire à la gastronomie ivoirienne. C'est le thème de l'édition 2024. Les organisateurs entendent donc renforcer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire tout en faisant la promotion gastronomique. Plusieurs exposants sont attendus. On en parle avec Patricia Omouetia. La deuxième édition du Festival de la cuisine ivoirienne vise à recenser et valoriser les potentialités culinaires des différentes régions du pays. Des concours gastronomiques seront organisés à l'échelle nationale et régionale afin d'identifier les meilleurs mets et boissons du terroir. Sur recommandation, bien entendu, de l'Organisation mondiale du tourisme, qui est devenue aujourd'hui ONU Tourisme, l'ONU Tourisme qui a donc reconnu la niche du tourisme gastronomique comme une niche porteuse, a recommandé que les pays, n'est-ce pas, qui sont des pays adhérents à l'organisation puissent développer cette activité dans les différents pays. Le but est de renforcer l'attractivité de la destination Côte d'Ivoire en mettant en avant la richesse de la gastronomie nationale afin de faire de la gastronomie ivoirienne un produit d'appel touristique de premier plan. Ce festival est l'occasion de mettre en lumière ces trésors culinaires cachés en vue de les codifier pour les partager avec le monde entier. Il offre donc une plateforme unique pour nos chefs, restaurateurs et artisans de la gastronomie afin qu'ils puissent exprimer leur talent et leur créativité tout en faisant découvrir à un public plus large les délices de notre cuisine ivoirienne. Le festival ne se limite pas à une simple exposition culinaire. Il vise à mobiliser les acteurs locaux du tourisme et de la gastronomie, créant ainsi une dynamique de développement inclusif. Au total, 26 compétiteurs, dont 13 par catégorie, cuisine traditionnelle et moderne, plus de 5000 personnes sont attendues à ce festival de la cuisine ivoirienne. Un mot de religion maintenant. Dans le village de Mbadon, les fidèles de l'église méthodiste ont célébré la fête de Mini-Moisson, une célébration marquée par des prières et des actions de reconnaissance à l'Éternel. Serge Bakom Didi, à Midi Rasouba. En prélude à sa fête annuelle des moissons, l'église méthodiste macédoine de la Riviera Mbadon célèbre sa 3e Mini-Moisson. À cette 3e Mini-Moisson, nous avons prêché sur le thème « Nous aussi, nous voulons prendre part à cette œuvre du Seigneur ». Et nous sommes inspirés sur le verset 4 de 2 Corinthiens chapitre 8, qui dit qu'ils ont imploré, demandé avec insistance à l'apôtre Paul afin qu'il puisse prendre part à l'héritage des saints. Donc nous aussi, à cette mini-moisson, la classe Béret a demandé de prendre part à cette œuvre, oui, pour du Seigneur, parce que nous avons le temps à construire. Au cours de ce culte de reconnaissance à l'Éternel et pour célébrer la moisson, les fidèles religieux apportent ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Cela pour contribuer à la bonne marche des activités de l'Église. L'or et l'argent appartient à Dieu. Et donc il s'agit de revenir, être reconnaissant à Dieu. Il ne faut vraiment pas hésiter. Donc j'exhorte tout le monde à donner à Dieu sans compter, parce qu'en retour, on a des grâces et des bénédictions. Nous sommes une famille, donc il était vraiment important que je vienne et soutenir aussi l'action de construction de ce temple. Parce que cette moisson, l'argent qui va être récolté va servir à construire ce temple et qui sert effectivement à continuer l'œuvre de Dieu. Moment de réjouissance, marqué de louanges, animé par la chorale liturgique de l'Église. Dans l'actualité internationale, un bateau convoyant des migrants a coulé au large du Yémen en début de semaine, faisant 13 morts et 14 disparus. Il s'agit pour l'heure de la dernière catastrophe en date sur la périlleuse route migratoire en provenance d'Afrique, a déclaré ce dimanche une agence de l'ONU. L'Organisation internationale pour les migrants, OIM, précise que le bateau transportait 25 migrants éthiopiens et 2 ressortissants yéménites. Je vous le disais en ouverture de cette édition, le Dimanche Magazine de ce 25 août est consacré au secteur des transports routiers. Et avec nous sur ce plateau, le directeur de la MATCA, la Mutuelle des assurances, des taxis compteurs d'Abidjan, Dr Eli Guédou. Bonjour.
Oui, bonjour. Sinon, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, la MATCA a connu quelques turbulences pendant une décennie. Aujourd'hui, on observe un relatif apaisement. Dites-nous quels ont été les leviers de ce retour à la normale. Merci. Effectivement, comme vous l'avez dit, pendant une décennie, notre mutuelle a connu pas mal de difficultés. Mais il faut dire que ces difficultés étaient plutôt liées à la mauvaise compréhension, j'allais dire, des tests de la mutuelle. Il faut rappeler que la mutuelle est une mutuelle d'assurance des taxicompteurs d'Abidjan. Mais pendant longtemps, les gens ont assimilé cette mutuelle à une compagnie de transport. Mais en réalité, ce n'est pas une compagnie de transport, c'est une compagnie d'assurance. Et c'est ce qui a créé pas mal d'incompréhension. Mais depuis 10 ans, pratiquement, la stabilité est revenue. Mais ce qui a permis à ce que nous puissions avoir cette stabilité, il y a 3 leviers qui ont permis à ce que nous ayons cette stabilité. D'abord, le fait d'avoir choisi des dirigeants qu'il fallait à un moment donné. Il s'agit du président du conseil d'administration. Vous savez que pour une compagnie d'assurance, il y a un conseil d'administration et il fallait avoir un bon président du conseil d'administration. Et le président actuel du conseil d'administration est M. Fama Touré. Il n'est plus à présenter. C'est un monsieur qui a pas mal d'expérience dans plusieurs domaines, que ce soit sur le plan national ou international. Et le choix de cette personne à un moment donné pour la mutuelle a joué un rôle très important. Ensuite, il a fallu que le conseil d'administration puisse porter un choix sur un manager, un directeur général. Et le choix a été porté sur ma personne en tant que personne ressource ayant occupé plusieurs postes de responsabilité au niveau de la mutuelle. Ça, c'était d'abord le premier point. Mais il y a eu aussi d'autres éléments qui ont milité en faveur de cette stabilité retrouvée. Il s'agit j'allais dire, la révision des tests de la mutuelle. Parce que les tests de la mutuelle étaient conflictuels. Donc, le conseil d'administration a mis un accent... Conflictuel ou dépassé? J'allais dire, oui, dépassé, mais qui était à la base des conflits, en fait. Parce que ça prêtait à confusion. Il y avait beaucoup d'interprétations au niveau de nos tests. Donc, ça a joué énormément. Et le conseil d'administration a pris soin de réviser ces tests. Et aujourd'hui, nous avons des tests, en tout cas, qui sont aptes à éviter tout conflit si cela devait arriver. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé d'une sorte d'assimilation à une compagnie de transport, alors que vous représentez une mutuelle uniquement pour les taxis-compteurs. Pourquoi, comment est-ce qu'est née cette assimilation, selon vous? Oui, je pense que cette confusion est partie depuis la création de la mutuelle. Quand elle devait se créer en 89, il fallait avoir une caution morale, parce que nous sommes une compagnie d'assurance, d'accord, et c'est le syndicat unique, à l'époque, qui était la caution morale pour la création de la mutuelle. Et depuis lors, on a l'impression que la compagnie d'assurance est assimilée à la compagnie de transport qui est le syndicat unique. Alors que ce n'est pas le cas. Alors, on va revenir sur votre mission principale, celle de couvrir les risques liés au taxi-compteur par un contrat d'assurance, comme vous le signifiez tout à l'heure, et surtout d'indemniser les victimes. Est-ce que vous pensez que vous êtes à la hauteur de vos obligations? Oui, je pense qu'en ce qui concerne les 2 missions principales que la MATCA a, nous sommes largement au-delà, parce que d'abord, pour la première mission, nous assurons des véhicules appelés communément taxi-compteurs, et nous sommes les seuls à pouvoir les assurer. Personne d'autre, en dehors de la MATCA, ne devrait les assurer. Et nous assumons ça pleinement. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième mission, qui est d'indemniser les victimes en cas d'accident, je peux rappeler qu'avant l'installation de l'actuelle équipe dirigeante, la MATCA ne payait seulement que 400 millions de sinistres par an. Mais l'équipe actuelle est allée jusqu'à 2,5 milliards de sinistres payés par an. Donc nous pensons que nous sommes largement au-delà et ça fait partie, en tout cas, des atouts de la mutuelle aujourd'hui. En ce qui concerne le paiement des sinistres, la MATCA est parmi les premières compagnies aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui payent les sinistres. Est-ce que c'est un monopole que vous comptez détenir pendant longtemps encore? Sinon, faut-il faire de la place à la concurrence, selon vous? Nous pensons que c'est un monopole de fait que nous l'avons. On nous a concédé ce monopole-là et nous comptons l'avoir pendant longtemps. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres types de transports. Voilà, quelle qu'en soit l'arrivée de d'autres types de transports, la MATCA ne devrait pas disparaître. C'est ce que je peux affirmer ici.
Alors, vous êtes leader dans le secteur des assurances en Afrique de l'Ouest, je le rappelle également. Il y a peu, vous étiez à 2 agences. Aujourd'hui, vous en avez une dizaine, sinon une demi-dizaine à travers tout le district d'Abidjan. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le critère qui a prévalu dans le choix de ces différentes communes dans le district d'Abidjan? Alors, effectivement, l'une des politiques importantes de la nouvelle équipe dirigeante, c'était la décentralisation. Et il s'agissait, à travers la décentralisation, de se rapprocher davantage de nos sociétaires. Et aujourd'hui, ça a été une réussite. Vous savez, le district d'Abidjan est composé de plusieurs communes. Et nos sociétaires, effectivement, également, sont dans les différentes communes du district d'Abidjan. Donc, le conseil d'administration a décidé que nous puissions nous rapprocher davantage de nos sociétaires en installant des agences. Et nous tenons compte, pour l'instant, de ces agences, d'abord la densité de la commune. Premier critère, c'est la densité. Donc, nous avons commencé par les plus grandes communes. Il s'agit d'Abobo, Yopougon, et ainsi de suite. Voilà, donc voici un peu comment nous avons procédé à la décentralisation de la mutuelle. Alors, en Côte d'Ivoire, un décret pris en 2017 limite à 5 ans l'âge des véhicules importés, des véhicules dédiés au taxi, et à 7 ans la durée de leur exploitation une fois en circulation. Mais sur le terrain, le parc roulant n'affiche toujours pas une fière allure, notamment dans le district d'Abidjan qui compte près de 20 000 taxis-compteurs. À l'horizon 2026, il est prévu le renouvellement du parc automobile de 5 000 taxis-compteurs. Une convention de partenariat a d'ailleurs été signée dans ce sens par la MATCA, dont on reçoit aujourd'hui le directeur général sur notre plateau, et le secteur du crédit. Selon les termes de cette convention, 1000 nouveaux taxis exclusivement devraient être mis en circulation par an pendant 5 ans. Plus de détails dans ce reportage de Lancine Bakayoko, commenté par Jean-Luc Bangbo. En 2023, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan, MATCA, avait inscrit dans son plan d'action l'acquisition de 1000 nouveaux taxis-compteurs, la mise en place de la plateforme de commande en ligne et de la centrale d'achat des propriétaires, le démarrage des travaux de la tour MATCA de 15 niveaux. Tous ces projets d'envergure devraient donner un coup d'accélérateur au secteur des taxis-compteurs, dont le parc se situe autour de 23 000 unités, avec environ 46 000 conducteurs. Malheureusement, l'activité a été perturbée par une certaine concurrence déloyale des véhicules de transport avec chauffeur, VTC. Mais avec la mise en place du décret du 15 décembre 2021 qui prescrit la réorganisation du secteur des VTC, les taxis-compteurs espèrent retrouver leur viabilité. Conformément à ces orientations stratégiques, à travers le Plan national de développement 2021-2025, le gouvernement a amorcé le développement et la modernisation des infrastructures et moyens de transport ces dernières années, ce qui a contribué substantiellement à l'amélioration des conditions de vie de mobilité des populations grâce à une offre de services de transport urbain, durable et de qualité. Alors, docteur Guédou, vous venez de voir ce reportage. Réaction? Alors, ce que nous pouvons dire, c'est que nous voulons d'abord remercier l'État de Côte d'Ivoire qui a décidé de procéder au renouvellement du parc automobile en général et aussi les taxis-compteurs en particulier. Mais ce que nous avons au niveau de la mutuelle décidé de faire, c'est d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas dans cette politique de renouvellement du parc automobile. De quelle façon? Voilà, en aidant nos sociétaires à travers le biais d'une microfinance pour bénéficier d'un crédit en vue de renouveler leur parc automobile. Voilà, donc la MATCA a décidé, en tout cas pour faciliter ce renouvellement du parc automobile, nouer un partenariat avec une microfinance de la place pour que cette dernière puisse accepter nos sociétaires à travers des crédits. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus de détails là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de propriétaires de taxis-compteurs qui souhaitent bien évidemment renouveler leur parc automobile, mais qui n'en ont pas toujours les moyens ou qui n'ont pas l'information. Alors aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau de RTI 1, vous avez l'occasion de leur parler directement et de leur donner les clés de ce renouvellement-là. Comment ça se passe exactement? Alors, merci. Alors, ce que nous pouvons dire pour schématiser, c'est que quand nous avons approché une microfinance en vue d'aider nos sociétaires, la microfinance a posé des conditions. Voilà. La première des conditions, c'est d'être organisé en entreprise. Voilà. Donc, il fallait d'abord que le sociétaire soit organisé en entreprise. Ensuite, le sociétaire doit faire partie d'une fêtière qui existe. Ils ont une fêtière qui existe, fait partie de la fêtière. Et ensuite, c'est la fêtière qui se présente à la microfinance en vue de solliciter un prêt pour le compte du sociétaire. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons à nos sociétaires, c'est d'aller vers le fêtière qui existe déjà
voilà, et manifester leur désir de voir leur parc automobile être renouvelé. Et cette dernière se chargera, en tout cas, d'adresser le dossier qu'il faut à la microfinance. Et je pense qu'ils pourront bénéficier facilement du crédit du renouvellement du parc automobile. Alors, vous souhaitez avoir de nouveaux investisseurs dans le secteur de taxi-compteurs, c'est évident. Aujourd'hui, quels sont les rapports, sinon vos rapports avec les VTC, et que pensez-vous de ces nouveaux acteurs dans le domaine du transport urbain à Abidjan? Oui, en fait, nous n'avons pas de problème avec les VTC, voilà, parce que nous pensons que le taxi-compteur est un type particulier de transport. Aujourd'hui, c'est plus ou moins la vitrine de la Côte d'Ivoire. C'est vrai que pendant un moment, nous avons assisté à un vieillissement du parc automobile et nous sommes en train de parer à cette éventualité aujourd'hui. Alors, ce que nous pouvons dire, nous demandons simplement aux VTC qui existent depuis un moment de respecter la réglementation en la matière. L'État de Côte d'Ivoire... C'est quoi exactement? L'État de Côte d'Ivoire a pris un décret et ce décret définit le fonctionnement des VTC. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les sociétés taxent les VTC de leur faire une concurrence déloyale. Parce qu'au lieu de respecter le décret en la matière en ne faisant pas comme les taxi-compteurs, nous nous rendons compte que ces VTC font la même chose que les taxi-compteurs, ce qui n'est pas normal. Voilà. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui que les VTC prennent conscience qu'il y a une réglementation en la matière et nous saluons le ministre des Transports qui, depuis quelques semaines, a pris un communiqué pour inviter les VTC à se conformer, se faire identifier. Oui. Voilà. D'accord. Alors, nous savons par exemple qu'il y a une crise qui couvre au sein de la MATCA. Est-ce que les VTC sont à l'origine de cette crise ou bien c'est une crise qui est propre à votre institution? Bon, je pense qu'après 10 ans de stabilité, nous pouvons affirmer que normalement la MATCA a retrouvé ses notes de noblesse. Mais qu'à cela nous tienne, je ne peux pas indexer directement les VTC, mais je sais qu'on a entendu quelques bruits ces derniers temps, mais c'est plutôt lié, à mon sens, au fait que les tests que nous avons décidé d'appliquer à la lettre ne sont pas bien perçus par certains sociétaires. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit de... Vous savez, les nouveaux tests dont dispose notre mutuelle a révisé certains articles, tels que le mandat des administrateurs, le mandat des délégués. Désormais, il y a le principe de délégué qui représente les sociétaires. Donc normalement, pour être administrateur, vous devez remplir certaines conditions, mais une fois que votre mandat se termine, il faut accepter de partir. Donc je pense que c'est ce refus de certains administrateurs et délégués que les tests soient appliqués, qui est plus ou moins à l'origine de ces petits bruits que vous avez entendus, mais nous pensons que nous allons les recevoir, échanger avec eux pour leur expliquer le bien fondé, parce que sans test, il n'y a pas d'organisation. Voilà, sans test, il n'y a pas d'organisation. Nous devons nous-mêmes accepter de respecter les tests que nous sommes dotés, nous-mêmes, parce que si on ne le fait pas, c'est l'installation du désordre. Et c'est ce que nous voulons éviter. Et c'est pourquoi je pense que les jours à venir, nous avons un comité d'arbitrage qui existe au sein de la mutuelle, voilà, qui va recevoir ces derniers-là et leur expliquer le bien fondé, en tout cas du respect des tests. Est-ce que vous avez atteint le point du non-retour? Oh non, pas du tout. Pas du tout, je ne pense pas. Vous savez, voilà, on ne peut pas dire qu'on a atteint le point du non-retour. Voilà, donc, comme je l'ai dit, le comité d'arbitrage va se charger de les recevoir, leur expliquer le bien fondé, voilà, du respect des tests, et nous allons pouvoir avancer. Alors, à côté de la tempête, il y a un peu d'accalmie. Vous avez obtenu la certification ISO 9001 version 2015. Est-ce que ça veut dire que vous avez adopté de bonnes pratiques? Oui, vous savez, aujourd'hui, n'est pas certifié n'importe quelle compagnie. On peut, sur les compagnies qui sont sur la place aujourd'hui, très peu sont certifiées. Et la MATCA fait partie de ces compagnies qui est certifiée. Et ISO 9001 version 2015. Et ça montre que nous avons au sein de la mutuelle de bonnes pratiques. Voilà, nous respectons nos engagements et nous avons décidé de satisfaire continuellement nos sociétaires. Sinon, offrir des services de meilleure qualité à nos sociétaires. Et ça, c'est grâce à la certification. Merci beaucoup, Dr Elie Guédou. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la MATCA, la Mutuelle des assurances et taxi-compteurs d'Abidjan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis sur RTI 1. Ce journal est terminé. Bon dimanche à tous.